Merci Alfredo, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ici, à l'auditoire Marceliani, mais également en Zoom, ou connecté comme on dit, pour ceux qui nous suivent à distance. Le flash sera donné par Nicolas Gossan sur, sur le foie gras, si j'ose dire, un petit peu, après j'ai compris, un flash. Moi je vais vous parler du gras dans le sang, et on va vous parler de dyslipidémie, même si ce n'est pas vraiment un terme approprié, on aurait parlé de hyperlipidémie. C'est uniquement ce qui est élevé. Le LDL élevé, c'est pas bon. Le triglycéride élevé, c'est pas bon. La LP petit a élevé, c'est pas bon. Dès qu'on baisse le cholestérol, c'est positif. Je vais vous parler de nouvelles recommandations. J'ai absolument aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. Et il m'arrive de donner des conférences avec des honoraires, des conseils scientifiques, mais tout ceci est versé soit au HUG, soit à la Fondation GECOR. La Fondation GECOR, elle aide la recherche ici au HUG, et puis elle aide aussi des projets qu'on développe avec les patients. Je vois ici, il y a David Carvalho qui est dans la salle ici, il y a Luca Gagliati qui est un infirmier. Ces gens ont accompagné une trentaine de patients la semaine passée entre Verbier et Zinal. Chapeau à eux parce que c'est plus de 100 ou 130 km, c'est 8 ou 10 000 mètres de dénivelé. C'est tous les patients qui ont eu un problème cardiaque, opérés par les chirurgiens, dilatés par Marco Roffi qui est ici, ou même parfois transplantés. Tu peux y aller ou pas? Il y a un moment, si c'est comment je me pose la question, c'est déjà c'est le moment de y aller, quoi. Tu vois, tu veux dire? C'est déjà la réponse. Ah, c'est beau là. Même réflexe. Ça, Bernard, Là, on est en train de documenter le surtourisme. ça va? Les capacités de pulmonaires, des concentrations qu'il y a eu. Ouais, je crois que ça va. Hein, Maurizio? Pardon? Ça va? Peut-être pas. C'est la chenille qui redémarre. En voiture, les voyageurs. La chenille part toujours à l'heure. Donc les recommandations dont je vais vous parler, elles ont été présentées au congrès annuel de la Société européenne de cardiologie qui a eu lieu à Madrid du 29 août au 1er septembre. Et puis on a eu la chance, Marco était là, d'avoir le roi d'Espagne qui nous a fait une petite allocution. Ces recommandations, elles ont été publiées dans 2 journaux, c'est le même papier, simultanément, vu qu'elles sont endorsées en anglais, par 2 sociétés, la Société européenne de cardiologie et la Société européenne d'athérosclérose. Donc c'est publié back-to-back, comme on dit, dans le journal européen de cardiologie, European Heart Journal et Atherosclerosis. Pourquoi je vous mets ça ici? Parce qu'on ne peut pas faire ça seul, c'est beaucoup de monde qui sont volontaires, qui ne sont pas payés pour faire ça, c'est beaucoup d'emails, ceux qui ont fait ça connaissent ceci. Et merci à mes 2 co-chairman qui sont Kostas Konstantinos de Berne et Janine Reuters von Leppen de Rotterdam. Et puis on avait une coordinatrice de Ankara, Madame Lalé Togozoulou. Ces recommandations, ça s'appelle un focus update. Ça veut dire qu'on ne met que ce qu'il y a de nouveau ou ce qui change par rapport aux recommandations de 2019. Donc tout ce qui ne change pas ou qui n'est pas nouveau, il faut rester à 2019. On vous met uniquement ce qu'il y a de nouveau ou ce qui a peut-être changé de classe et de niveau de recommandation. Alors on commence par le score. Vous connaissez peut-être pas tous très bien ce que c'est que le score qui permet à tout médecin, généraliste, spécialiste, de définir un risque cardiovasculaire d'une personne. Cette personne n'est pas encore patient, elle n'est pas déjà malade, elle n'a pas déjà bénéficié de stenting de la coronaire ou de la chirurgie. Et maintenant, on recommande, avec un niveau de classe et d'évidence extrêmement élevé, 1B, on ne peut pas faire beaucoup mieux, d'utiliser le score 2 ou le score 2 OP, OP voulant dire Old Person, à partir de 70 ans.
ceux qui connaissaient anciennement le score, maintenant les nouveautés, c'est que le score 2, il va jusqu'à 89 ans. Et puis, on peut définir avec la personne en face de nous le risque cardiovasculaire de faire un accident fatal ou non fatal. Très souvent, le patient, s'il meurt, à la limite. Par contre, il ne veut pas avoir d'AVC. Il ne veut pas forcément avoir 3 infarctus ou qu'on doit lui dilater ou amputer une partie du membre inférieur. Donc le score 2, maintenant, il est à utiliser. En gros, vous posez, il y a des jeunes internes ici, 4 questions. Quel âge avez-vous, madame, monsieur? De quel sexe êtes-vous? Est-ce que vous fumez? Et de quelle ethnie vous êtes? Il y a une diapositive tout à l'heure sur l'ethnie. Il faut mesurer la pression artérielle. Ce n'est pas à Sophie de Seigneux que je vais apprendre ceci. C'est facile à faire, ce n'est pas invasif. Et puis, il faut une prise de sang pour mesurer, pour le score 2 de OP, le non-HDL, qui n'est rien d'autre que le cholestérol total moins le HDL. On a redéfini avec certains items ici en rouge, ce qui qualifie, c'est pas très joli, ce qui qualifie les patients à très haut risque. Syndrome coronarien chronique, et puis surtout la présence de plaques d'athérosclérose significatives. Avant c'était 50%, maintenant mais significatives, c'est les imageurs, qui doivent nous dire, soit en coronarographie, soit par CT scan, et puis également par ultrason de la carotide ou ultrason fémoral, avec une place plus importante, vous allez voir, de ce qu'on appelle le score calcique. Pas très cher, quelques centaines de francs, 300. Et puis le score calcique, vous allez voir pourquoi il a été augmenté, ou la classe de recommandation a été mise un peu plus en avant. Et puis on utilise le score 2 et le score 2OP avec des chiffres. Vous voyez ici que si vous avez un risque de faire un accident cardiovasculaire fatal ou non fatal dans les 10 ans supérieur à 20%, vous êtes immédiatement à très haut risque. Si ce risque de score 2 il est entre 10 et moins de 20%, vous êtes à haut risque. Et puis on avance comme ceci avec la classification des personnes à risque modéré ou à bas risque. Je vous parlais tout à l'heure du score calcique. Voilà typiquement une recommandation qui a changé. On pouvait le faire. Ici, might be en anglais, maintenant c'est should, vous devez. Ce n'est pas une recommandation mais on vous propose, vous devriez faire un score calcique chez toute personne. Ça permet de reclassifier, c'est pas très juste, la personne. Si un score élevé et qu'elle était dans un risque modéré, elle va passer à un risque élevé. Et puis, on a également une liste de ce qu'on appelle des modificateurs du risque sur la diapositive suivante, pas celle-ci, pardon. Ça, c'est pourquoi est-ce que le score calcique a été un peu plus mis en degré élevé de recommandation. C'est une étude, mais il y a beaucoup de cohortes qui montrent ici 55-57% de femmes, c'est rare en cardiologie, qui sont suivies pendant 12 ans et qui sont asymptomatiques, qui ne sont pas connues pour des maladies de type athérosclérose ni d'événements, donc en prévention, ce qu'on appelle primaire, à risque plutôt bas, maximum modéré. Vous voyez qu'en fonction du score calcique, vous avez une très nette augmentation du risque de faire un événement cardiovasculaire. C'est lié au fait que le score calcique, il détecte ce qu'on appelle de l'athérosclérose subclinique. Ça n'a pas encore fait de symptômes, mais ça permet de, pas joli, mais de reclassifier le patient et peut-être qu'il ou elle aura besoin de mieux traiter ces facteurs de risque cardiovasculaire, notamment les dyslipidémies. Qu'est-ce qu'il en est d'autres modificateurs de risque? Alors vous connaissez l'obésité, la surcharge, l'apnée obstructive, mais on met maintenant typiquement les syndromes psychiatriques, les gens qui ont une déprivation sociale, le stress, les gens qui ont un cancer, par exemple, sont avec des maladies chroniques immunes ou immuno-inflammatoires. Et puis on vous demande de faire une prise de sang pour mesurer la CRP ultrasensible, et puis la lipoprotéine petit a, on en parlera, il y a quelques diapositives sur des nouvelles recommandations concernant cette lipoprotéine petit a. Je vous parlais tout à l'heure de l'ethnicité. N'oubliez pas, c'est des recommandations qu'on avait faites d'ailleurs avec David Carvalho il y a maintenant 4 ans, concernant le patient ou la patiente qui est en face de vous. Si elle est d'une ethnie de l'Asie du Sud, les données épidémiologiques prouvent que le risque il faut le multiplier, le score 2 ou le score 2 OP, si le patient est plus âgé que 70 ans, et qu'il est soit d'une ethnie d'origine indienne, Bangladesh, pakistanais, vous avez ici, il faut le multiplier. Donc assez rapidement, le patient pourrait passer d'une classe de risque modéré à
haut risque, voire à très haut risque. Et puis on a compliqué un tout petit peu les choses. Vous connaissez peut-être cette figure où vous avez les patients qui sont classifiés avec les nouveaux items, notamment le score 2 maintenant, risque bas, modéré, haut risque, très haut risque, et puis tout d'un coup apparaît, c'est nouveau, un risque extrême. Qu'est-ce que ça veut dire? On met dans le risque extrême des patients et des patientes qui font plusieurs fois des infarctus dans les quelques mois. Ou alors quelqu'un qui fait un infarctus et qui a une LP petit a élevée, que je ne peux pas traiter aujourd'hui, vous verrez, il faut probablement baisser le cholestérol LDL encore plus bas, je sais le faire, c'est pas cher, et c'est extrêmement efficace, il y a peu d'effets secondaires, pour ne pas dire pas d'effets secondaires. Notez ici que pour la plupart des patients qui sont classifiés maintenant de très haut risque, modéré, on n'a pas modifié la valeur cible. On ne vous demande pas d'aller encore plus bas, il n'y a pas d'évidence, mais on vous demande d'essayer le plus possible de mettre tous ces patients à ces valeurs cibles. Alors concernant les traitements, quelles sont les nouvelles recommandations pour les molécules qui font baisser le cholestérol? Ici, vous avez 4 nouvelles recommandations qui nous disent que pour les patients ou patientes qui sont intolérantes, en français on dit intolérantes au traitement de statine. En Amérique, ils ont dit unwilling, n'aimerait pas prendre. Nous, on a mis unable. Donc en fait, ça ouvre un énorme champ de patients et patientes qui n'aimeraient pas. Unable, ça veut dire que je ne suis pas capable de prendre. Mais pas capable, ça veut aussi dire que je n'aime pas le nom statine. Les gens qui prescrivent des statines savent très bien qu'au moment où on prescrit le mot statine, la patiente, il a déjà mal partout. C'est bien sûr pas le traitement, mais il faut intégrer ça. Donc, on propose de donner des traitements de type non statine avec des preuves de bénéfices cardiovasculaires, qu'elles soient seules, en gros, c'est l'ézetimibe, l'acide bempédoïque, qu'on va voir dans un instant, ou les anticorps anti-PCSK9, extrêmement efficaces, beaucoup trop chers, mais avec aucun effet secondaire, en combinaison ou seul. On met l'acide bempédoïque ici en assez grande classe d'évidence parce qu'il y a plusieurs études, notamment une énorme étude, 12 000 patients, 50% de femmes, qui ne pouvaient pas prendre de statine et qui a montré un effet bénéfique sur les événements cardiovasculaires. L'acide bempédoïque, soit seul, soit combiné. On peut le combiner avec l'ézetimibe, c'est une pastille, avec un petit avantage que les deux n'ont qu'un dosage. L'ézetimibe, depuis 15 ans, c'est 10 mg. L'acide bempédoïque, qui est remboursé en Suisse depuis 2 ans, c'est 180 mg. Une pastille, vous avez la combinaison des deux. Et puis quelque chose que moi j'ai prescrit qu'une fois, je ne suis même pas sûr que c'est déjà remboursé par les assurances, mais on l'a mis, evinacumab. Ça concerne, alors je crois qu'il y a une famille à Genève qui a une hypercholestérolie homozygote, c'est-à-dire qu'il y a une mutation sur les 2 allèles et le cholestérol. La moyenne ici, c'est à peu près 3 à 3,5 juste avant ou après déjeuner. Ces gens, ils ont 12, 18 de LDL. Donc, malgré le traitement de statine, des étimibes, d'acide bempédoïque, voire même de PCSK9, si vous n'êtes pas à la valeur cible, on vous propose de rajouter ceci. Je ne suis même pas certain encore que ça pourrait être remboursé en Suisse. On va aller rapidement là-dessus. C'est les 4 classes de médicaments, c'est-à-dire les statines, les étimibes, l'acide bempédoïque, ainsi que les anticorps anti-PCSK9, c'est la réduction moyenne du cholestérol lorsque vous prenez ces pastilles ou ces anticorps. Et puis on peut bien sûr les combiner. Lorsque vous prenez les 4 ingrédients, si j'ose dire, la statine, l'acide bempédoïque, les étimibes, plus un des deux, aliro ou evolocumab, vous n'êtes pas loin de 80-85%. Donc la plupart des patients ou patientes, vous allez les mettre aux valeurs cibles pour autant qu'ils ou elles tolèrent tous ces médicaments. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des syndromes coronariens aigus, c'est-à-dire l'infarctus STEMI, non STEMI, qui arrive aux urgences tout à l'heure? 2 nouvelles classes de recommandations. Le ou la patiente, on commence à en avoir de plus en plus, qui est déjà, au moment où il se présente, où elle se présente avec un syndrome sous traitement hypolipémiant, que ça soit une petite statine, si j'ose dire, un ézetimibe, eh bien, il faut bien sûr, et ça fait du sens, immédiatement intensifier le traitement et on propose directement des combinaisons. Et puis pour le patient qui est, c'est quand même la plupart des patients naïfs d'un traitement hypolipémiant, soyez pas étonnés si les patients que vous allez prendre en charge après un infarctus, après la réadaptation cardiovasculaire, est directement la première pastille qu'il reçoit ou il ou elle reçoit, c'est en général maintenant une statine
que ce soit l'Atorva ou la rosuvastatine, c'est les deux statines qu'on utilise, c'est générique, directement combinées à l'ézetimibe. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un cholestérol plus bas, plus rapidement, sans potentiellement quelques effets secondaires, ça existe, des statines, qui sont, j'aime dire, bénins, mais quand même des douleurs musculaires. On dit aux patients de bouger plus. Donc, soyez pas étonnés si immédiatement le patient est mis sous une combinaison qui associe statine et ézetimibe. Ça vient de quoi? Ça vient d'un énorme registre suédois, pardon, 40 000 personnes qui ont fait un infarctus, qui sont suivies pendant des années. Puis l'ézetimibe, il a commencé à être prescrit il y a maintenant 7 ou 10 ans, donc ils ont pu commencer à regarder, ce n'est pas du tout randomisé, contrôlé, mais on s'aperçoit sur cette étude que les patients, les médecins qui ont donné assez rapidement de l'ézetimibe, plus l'ézetimibe était donné tôt chez ces patients qui ont fait un infarctus, plus le cholestérol était abaissé, ça fait du sens, mais plus il y a un impact sur une diminution du risque futur d'événements cardiovasculaires, notamment d'infarctus et peut-être même de la mortalité. Ils sont en train d'analyser la même chose pour les anticorps anti-PCSK9 qui ont commencé à être prescrits il y a plutôt 5 ou 10 ans. On avance avec la fameuse LP petit a, qui n'est rien d'autre que du LDL avec malheureusement ce pont ici disulfure et cette apoprotéine petit a. Donc c'est du LDL avec ceci. Et c'est uniquement génétique. Moi, je connais ma valeur, est normale. Dites-le à personne, mais je ne vais jamais refaire ceci. Ça ne sert à rien, c'est uniquement génétique. Donc, on ne peut pas modifier la LP petit a par une meilleure hygiène de vie, c'est impossible. C'est pas rien, la LP petit a. Vous voyez ici que ça va intéresser. Enfin, c'est plusieurs millions de personnes. Hein. C'est environ, ça dépend où on met la mesure, vous allez la voir dans un instant. Qu'est-ce qu'on appelle LP petit a anormal, ben, ça peut intéresser des centaines de millions de personnes. Puis il y a des ethnicités. La personne d'ethnicité africaine noire, elle a clairement une augmentation, c'est pas un risque, mais l'augmentation d'avoir une LP petit a. On peut se demander pourquoi la LP petit a existe depuis, pourquoi ça a été inventé, si j'ose dire. Maintenant, il n'y a aucun doute que c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Ça, c'est au Danemark. Ils suivent 116 000 personnes en bonne santé, vous et moi, pendant des années. Puis on s'aperçoit que si votre LP petit a est dans le 75 percentile ou au-dessus, ben vous avez un risque important d'infarctus, vous avez un risque de sténose aortique. On voit parfois des jeunes patients avec sténose aortique, tiens, c'est la LP petit a, on ne comprend pas très bien le mécanisme. Et puis bien sûr que si c'est vraiment très très élevé, ben, il y a un risque même d'insuffisance cardiaque et puis d'AVC, ça pourrait bien sûr faire du sens. Pourquoi ça fait du sens, si j'ose dire? C'est parce que l'augmentation du LDL, il est beaucoup plus fréquent, que ça soit lié à une mutation ou pas, que l'augmentation de la LP petit a, mais percée par molécule de LP petit a versus LDL, on sait maintenant que la LP petit a est beaucoup plus athérogène, ça fait plus d'athérosclérose, puis en plus, il y a un côté, je vois Pierre Fontana, qui est procoagulant. Donc la LP petit a, elle fait vraiment tout faux, hein. Elle fait un peu d'athérosclérose, mais en même temps, si la plaque se rupture, crac, les plaquettes vont s'activer. Donc, la figure qu'on montre dans ces nouvelles recommandations, ce focus manuscrit, c'est qu'il y a une corrélation directe, positive entre le taux de LP petit a ici, retenez peut-être le chiffre ici de 50 mg par décilitre, à peu près ici, plus la LP petit a augmente, plus il y a un risque d'événement 4. C'est uniquement un risque. Hein. Il m'arrive de voir des patients qui ont une LP petit a très élevée depuis la naissance, puis ils n'ont rien du tout, ils n'ont pas d'athérosclérose, ça existe. Et puis vous voyez ici que la distribution, la prévalence de la distribution, la plupart des personnes sur la planète n'ont pas d'augmentation de la LP petit a. Néanmoins, ce qu'on a montré, et c'est la nouvelle recommandation qui a fait pas mal, disons, de discussion, c'est qu'un niveau de LP petit a de 50 mg par décilitre ou 105 nanomoles doit être considéré chez tout adulte comme un risque équivalent très élevé, ou en tout cas élevé ou très élevé, cardiovasculaire. Et plus ce niveau est élevé, plus le risque est élevé. Les anciennes recommandations, je les ai mises ici, restent valables chez qui il faut tester.
ben, ici, il y a pas mal de monde qui devrait se faire tester parce qu'on devrait considérer, alors c'est du 2A encore une fois, c'est pas on doit le faire, au moins une fois, parce que c'est que génétique, dans la vie d'une personne adulte. Puis après, on définit le risque en fonction du taux de LP petit a. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la LP petit a aujourd'hui? Ben, pas grand-chose. La plupart des médicaments que vous donnez tous les jours, la statine, ça ne fait rien, l'acide bempédoïque, ça ne fait rien, les étimibes, ça ne fait rien. La seule chose, ben, les anticorps, on ne sait pas pourquoi. Les gens qui sont sous aliro ou evolocumab, c'est environ 25% de baisse. On voit ça dans la recherche, Karine, mais on ne sait pas. Mais il n'y a pas de médicaments aujourd'hui indiqués pour baisser la LP petit a. Ça arrive. 2026, Novartis a un produit, on a une cinquantaine de patients, je crois, dans l'étude Horizon à Genève, 80% de baisse. L'année prochaine, on saura le résultat de cette étude. Puis il y a d'autres firmes, ben voilà, on va les citer, Amgen, Lilly, qui ont des silences de siRNA, de Small Interfering RNA, qui baissent de 90%. Ce qu'on sait, c'est que ces médicaments sont extrêmement sûrs, ils vont être extrêmement chers, c'est sûr, mais on verra les résultats par rapport à ceci. Ce que vous pouvez faire entre temps, ici, c'est un homme ou une femme qui a 50 ans, vous mettez, par son âge, je vous l'ai dit, il fume pas, la pression artérielle, le cholestérol LDL. Puis vous voyez que son risque futur, pendant tout le reste de sa vie, jusqu'à 80-90 ans, d'avoir un événement, ben c'est 17%. Puis si vous rajoutez une LP petit a qui est supérieure à temps, bam, ce risque il augmente à 35%. D'où l'idée de dire que voilà, ces patients, ils sont peut-être à risque extrême. Donc soyez pas affolés si nous, on commence à recommander, chez des gens qui ont une LP petit a élevée, d'avoir des valeurs de cholestérol même plus bas que les recommandations. On vous avait montré 1,8, 70 mg, 1,4, 55. Parfois, il faut aller même plus bas parce que tant que je n'ai pas le médicament pour baisser la LP petit a, qui est votre facteur de risque, madame ou monsieur, ben, ce que je sais faire, c'est vous baisser de façon très sûre le LDL. Et on sait que plus on baisse bas, même plus bas que, eh bien, on diminue jusqu'à ce que les traitements arrivent. Je termine avec quelques recommandations sur les triglycérides. On sait que les triglycérides, c'est également quelque chose qui est pro-inflammatoire, qui est pro-athérogène. J'apprendrai rien à personne ici, notamment à nos amis gastro-entérologues, que toujours au Danemark, sur 116 000 patients suivis pendant des années, plus le triglycéride est élevé, plus on fait des pancréatites. C'est horrible. Mais c'est 400. Hein. Ici, c'est 4000. Le risque d'infarctus, il est quand même 10 fois plus élevé. Donc les triglycérides, ça reste une molécule lipidique qui a un pouvoir athérogène et qui est un facteur de risque cardiovasculaire. On sait que ça augmente la mortalité de toute cause et bien sûr, je viens de vous le montrer, la mortalité cardiovasculaire. L'hygiène de vie, quoi que vous fassiez, ça ne baisse pas tellement les triglycérides. Hein. 5, 10%, faites tout ça. Mais disons, ça ne baisse pas beaucoup les triglycérides. Qu'est-ce qui marche? En vert, ce qui a montré une baisse des triglycérides et un bénéfice sur les événements cardiovasculaires, que ce soit les statines, les éthyles, tout ça, ça marche. Et on le donne, on le recommande. Les fibrates, ça ne marche pas. Ça baisse un peu les triglycérides, mais ça ne marche pas, peut-être par rapport à des effets secondaires qui contrebalancent. Et puis, il y a le l'icosapate et l'éthyle, l'EPA, qui a montré une énorme réduction. Vous allez voir une recommandation par rapport à ceci, un tout nouveau médicament qui est recommandé uniquement pour les gens qui ont de la pancréatite, mais qui baisse énormément les triglycérides et le risque de pancréatite. Donc, la recommandation 2019, elle a changé maintenant. La recommandation revisitée, elle propose de donner uniquement une très haute dose, 2 fois 2 grammes par jour, de IPA, icosapate éthyle, en plus des statines, chez des patients qui ont toujours trop de triglycérides. Et puis ce nouveau médicament qui est un antisens, volanesorsen, il est recommandé uniquement, je crois qu'à Genève, il n'y a personne qui a ça, les patients qui ont un syndrome familial de chylomicronémia. Qu'est-ce qui avance pour le futur? Eh bien, pour le futur des triglycérides, c'est de nouveau des silenceurs ou du Small Interfering RNA. On suppresse la POC3, je ne vais pas rentrer dans les détails. 60% de triglycérides en moins, 83% de pancréatite en moins, ça va arriver. Ça va encore une fois être très très cher, ça va arriver, c'est dans les mains de l'Union européenne ainsi qu'aux États-Unis pour la validation. Puis j'ai mis cette graphique en pensant à Nicolas Gossens parce que vous voyez qu'il y a plein d'autres choses qui vont arriver pour baisser les triglycérides.
Puis tiens, ici, il y a quelque chose que je ne connais absolument pas, F21, je ne sais pas si tu vas m'aider, et ça traite le MASH. On va parler du MASH dans quelques instants. Je termine avec trois dernières recommandations. Une qui est concernant les personnes qui vivent avec le HIV, people, dans prévention primaire, plus de 40 ans, qui vivent avec le HIV, statine. Pour une bonne raison, c'est parce que le HIV percé, c'est une maladie inflammatoire quand même, donc ça augmente le risque d'athérosclérose. Et puis les médicaments qui traitent le HIV augmentent le risque d'athérosclérose. Donc tout patient, patiente, toute personne, homme ou femme, plus de 40 ans, devrait être au bénéfice d'un traitement de statine pour diminuer le risque d'athérosclérose et des événements liés à ça. Puis quelque chose de nouveau aussi, tout patient, cette fois-ci c'est un patient, Alfredo, qui bénéficie d'une chimiothérapie de type anthracycline. Mais c'est beaucoup de lymphome, d'après j'ai compris, hommes et femmes, c'est beaucoup de cancer du sein. Ces hommes et ces femmes-là, il faut faire une échographie avant et il faut traiter avec des statines. On ne sait pas pourquoi, ce n'est pas lié au cholestérol. C'est probablement lié à des effets pléiotropiques, mais ça permet de diminuer le risque de baisse de la fonction ventriculaire gauche, qui est un problème quand même, avec un traitement plus ou moins long cours qui permet à ces hommes et ces femmes de vivre avec une espérance de vie. Mais notez qu'on a mis cette classe de recommandation assez élevée. Ne soyez pas surpris chez les personnes qui ont un HIV statine, chez les personnes ou patients qui ont le bénéfice d'un traitement d'anthracycline notamment, d'avoir une statine pour diminuer le risque de dysfonction ventriculaire gauche. Je termine avec quelque chose qui a fait un petit peu de bruit. Vous allez voir que concernant les suppléments, les vitamines et les suppléments que vous trouvez partout, dans toutes les pharmacies, dans toutes les drogueries, dans tous les kiosques et surtout sur Internet. Alors on n'a pas changé ceci. En 2019, on vous disait voilà ce qu'il faut manger tout à l'heure au déjeuner, tout ça c'est toujours très bien. Par contre, notamment à cause ou grâce à cette étude, qui a comparé placebo, une statine, c'est égal à laquelle, et puis des suppléments. Ben, vous voyez qu'il n'y a aucun de ces suppléments qui fait un impact sur le cholestérol LDL. Donc, on a modifié cette recommandation qui devient de classe 3, c'est assez rare, classe 3. En anglais, on ban, on interdit. On ne recommande plus des suppléments alimentaires, des vitamines, qui n'ont pas été documentés comme sûrs, c'est un des problèmes, et avec une réduction significative. Alors qu'est-ce que ça veut dire significative? On aimerait entre 30 et 40% du LDL, mais mettez ceci parce qu'il y a un énorme marché dehors de dire voilà, prenez ceci, prenez cela, ça va augmenter, les oméga 3, ça va baisser. En guillemets, non, ça ne marche pas. Donc voici la dernière recommandation. Donc le message ici dans ces Focus Update, donc qui améliore les recommandations de 2019, c'est de traiter plus tôt, c'est de traiter mieux au niveau personnalisé, notamment grâce au score 2 et au score 2 OP, de façon peut-être un peu plus agressive en combinant de plus en plus de statines avec ézétimib, avec acide bempedoïque et pourquoi pas, s'il faut, les anticorps anti-PCSK9, et puis des recommandations concernant la prévention primaire pour les personnes qui vivent avec le HIV, pour les patients qui ont le bénéfice d'un traitement cardio-oncologique, puis je n'ai pas mis ici, j'aurais dû le mettre, de ne plus recommander du tout les suppléments vitaminiques ou diététiques. Vous retrouvez tout ça sur un pocket, si vous voulez, ou sur les QR codes de la Société européenne de cardiologie. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je serais ravi de répondre aux questions. Merci.